Les Trois Mousquetaires, The Three Musketeers in English, is a novel by the French author Alexandre Dumas, who also wrote Le Comte de Monte Cristo. Les Trois Mousquetaires is a story of adventures, fights, and secrets, and in a way, it kind of is a spy novel. Except it is set in 17th century France. It's not an easy read, and I will not advise this book for beginners, even maybe not intermediates. Nevertheless, I found on Scribd a French-English version of this book, and I'm going to read you the beginning. So you will have the English translation on screen when I'm reading the French text. If you want to get the book that I'm reading from, you can get it for free, actually, if you sign up on Scribd with the link in the description below. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni des 3 présents paternels qui se composaient, comme nous l'avons dit, de 15 écus, du cheval et de la lettre pour Monsieur de Tréville. Comme on le pense bien, les conseils avaient été donnés par-dessus le marché. Avec un pareil vadémécum, D'Artagnan se trouva au moral comme au physique une copie exacte du héros de Cervantes, auquel nous l'avons si heureusement comparé lorsque nos devoirs d'historien nous ont fait une nécessité de tracer son portrait. Don Quichotte prenait les moulins à vent pour des géants et les moutons pour des armées. D'Artagnan prit chaque sourire pour une insulte et chaque regard pour une provocation. Il en résulta qu'il eut toujours le poing fermé, depuis Tarbes jusqu'à Main, et que l'un dans l'autre, il porta la main au pommeau de son épée 10 fois par jour. Toutefois le poing ne descendit sur aucune mâchoire et l'épée ne sortit point de son fourreau. Ce n'est pas que la vue du malencontreux bidet jaune n'épanouit bien des sourires sur les visages des passants, mais comme au-dessus du bidet sonnait une épée de taille respectable, et qu'au-dessus de cette épée brillait un œil plutôt féroce que fier, les passants réprimaient leur hilarité, ou si l'hilarité l'emportait sur la prudence, ils tâchaient au moins de ne rire que d'un seul côté, comme des masques antiques. D'Artagnan, demeurant donc majestueux et intact dans sa susceptibilité jusqu'à cette malheureuse ville de Main. Mais là, comme il descendait de cheval à la porte du franc-meunier, sans que personne, hôte, garçon ou palefrenier, fût venu prendre l'étrier au montoir, D'Artagnan avisa à une fenêtre entr'ouverte du rez-de-chaussée un gentilhomme de belle taille et de haute mine, quoiqu'au visage légèrement renfrogné, auquel causait avec 2 personnes qui paraissaient l'écouter avec déférence. D'Artagnan crut, tout naturellement, selon son habitude, être l'objet de la conversation, et écouta. Cette fois, D'Artagnan ne s'était trompé qu'à moitié. Ce n'était pas de lui qu'il était question, mais de son cheval. Le gentilhomme paraissait énumérer à ses auditeurs toutes ses qualités, et comme, ainsi que je l'ai dit, les auditeurs paraissaient avoir une grande déférence pour le narrateur, ils éclataient de rire à tout moment. Or, comme un demi-sourire suffisait pour éveiller l'irascibilité du jeune homme, on comprend quel effet produisit sur lui tant de bruyante hilarité. Cependant, D'Artagnan voulut d'abord se rendre compte de la physionomie de l'impertinent qui se moquait de lui. Il fixa son regard fier sur l'étranger et reconnut un homme de 40 à 45 ans, aux yeux noirs et perçants, au teint pâle, au nez fortement accentué, à la moustache noire et parfaitement taillée. Il était vêtu d'un pourpoint et d'un haut de chausses violet avec des aiguillettes de même couleur, sans aucun ornement que les crevés habituels par lesquels passait la chemise. Ce haut de chausses et ce pourpoint, quoique neuf, paraissaient froissés, comme des habits de voyage longtemps renfermés dans un porte-manteau. D'Artagnan fit toutes ces remarques avec la rapidité de l'observateur le plus minutieux, et sans doute par un sentiment instinctif qui lui disait que cet inconnu devait avoir une grande influence sur sa vie à venir. Or, au moment où D'Artagnan fixait son regard sur le gentilhomme au pourpoint violet, le gentilhomme faisait à l'endroit du bidet béarnais une des plus savantes et des plus profondes démonstrations. Ses 2 auditeurs éclatèrent de rire, et lui-même laissa visiblement, contre son habitude, errer, si l'on peut parler ainsi, un pâle sourire sur son visage. Cette fois, il n'y avait plus de doute. D'Artagnan était réellement insulté. Aussi, plein de conviction, enfonça-t-il son béret sur ses yeux, et tâchant de copier quelques-uns des airs de cour qu'il avait surpris en Gascogne chez des seigneurs en voyage, il avança, une main sur la garde de son épée et l'autre appuyée sur la hanche. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il avançait, la colère l'aveuglant de plus en plus, au lieu d'un discours digne
et hautain qu'il avait préparé pour formuler sa provocation, il ne trouva plus au bout de sa langue qu'une personnalité grossière qui l'accompagna d'un geste furieux. « Eh monsieur !» s'écria-t-il. « Monsieur, qui vous cachez derrière ce volet, oui, vous ! Dites-moi donc un peu de quoi vous riez, et nous rirons ensemble. » Le gentilhomme ramena lentement les yeux de la monture au cavalier, comme s'il eût fallu un certain temps pour comprendre que c'était à lui que s'adressaient de si étranges reproches. Puis, lorsqu'il ne put plus conserver aucun doute, ses sourcils se froncèrent légèrement, et après une longue pause, avec un accent d'ironie et d'insolence impossible à décrire, il répondit à D'Artagnan. « Je ne vous parle pas, monsieur. Mais je vous parle moi. » s'écria le jeune homme, exaspéré de ce mélange d'insolence et de bonne manière, de convenance et de dédain. L'inconnu le regarda encore un instant avec son sourire léger, et, se retirant de la fenêtre, sortit lentement de l'hôtellerie pour venir à 2 pas de D'Artagnan se planter en face du cheval. Sa contenance tranquille et sa physionomie railleuse avaient redoublé l'hilarité de ceux avec lesquels il causait, et qui, eux, étaient restés à la fenêtre. D'Artagnan, le voyant arriver, tira son épée d'un pied hors du fourreau. « Ce cheval est décidément, ou plutôt a été dans sa jeunesse, bouton d'or, » reprit l'inconnu, continuant les investigations commencées et s'adressant à ses auditeurs de la fenêtre, sans paraître aucunement remarquer l'exaspération de D'Artagnan, qui cependant se redressait entre lui et eux. « C'est une couleur fort connue en botanique, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux. »« Tel rit du cheval qui n'oserait pas rire du maître !» s'écria l'émule de Tréville, furieux. « Je ne ris pas souvent, monsieur, reprit l'inconnu, ainsi que vous pouvez le voir vous-même à l'air de mon visage, mais je tiens, cependant, à conserver le privilège de rire quand il me plaît. »« Et moi, s'écria D'Artagnan, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. »« En vérité, monsieur, continua l'inconnu plus calme que jamais, eh bien c'est parfaitement juste. » Et tournant sur ses talons, il s'apprêta à rentrer dans l'hôtellerie par la grande porte, sous laquelle D'Artagnan, en arrivant, avait remarqué un cheval tout scellé. Mais D'Artagnan n'était pas de caractère à lâcher ainsi un homme qui avait eu l'insolence de se moquer de lui. Il tira son épée entièrement du fourreau et se mit à sa poursuite en criant « Tournez, tournez donc, monsieur le railleur, que je vous fasse point par derrière !»« Me frapper, moi ?» dit l'autre en pivotant sur ses talons et en regardant le jeune homme avec autant d'étonnement que de mépris. « Allons, allons donc, mon cher, vous êtes fou. » Puis, à demi-voix, et comme s'il se fût parlé à lui-même, « C'est fâcheux, continua-t-il. Quelle trouvaille pour sa majesté qui cherche des braves de tous côtés pour recruter ses mousquetaires. » Il achevait à peine que D'Artagnan lui allongea un si furieux coup de pointe que s'il n'eût fait vivement un bond en arrière, il est probable qu'il eût plaisanté pour la dernière fois. L'inconnu vit alors que la chose passait la raillerie. Il tira son épée, salua son adversaire et se mit gravement en garde. Mais au même moment, ces 2 auditeurs, accompagnés de l'hôte, tombèrent sur D'Artagnan à grands coups de bâton, de pelle et de pincette. Cela fit une diversion si rapide et si complète à l'attaque que l'adversaire de D'Artagnan, pendant que celui-ci se retrouvait pour faire face à cette grêle de coups, rengainait avec la même précision, et d'acteur qu'il avait manqué d'être, redevenait spectateur du combat, rôle dont il s'acquitta avec son impassibilité ordinaire, tout en marmonnant néanmoins. « La peste soit des Gascons! Remettez-le sur son cheval orange, et qu'il s'en aille !»« Pas avant de t'avoir tué, lâche !» criait D'Artagnan tout en faisant face du mieux qu'il pouvait et sans reculer d'un pas à ses 3 ennemis qui le moulaient de coups. « Encore une gasconnade !» murmura le gentilhomme. « Sur mon honneur, ces Gastons sont incorrigibles. Continuez donc la danse, puisqu'il le veut absolument. Quand il sera las, il dira qu'il en a assez. » Mais l'inconnu ne savait pas encore à quel genre d'entêté il avait affaire. D'Artagnan n'était pas homme à jamais demander merci. Le combat continua donc quelques secondes encore. Enfin D'Artagnan, épuisé, laissant échapper son épée d'un coup de bâton, brisa en 2 morceaux. Un autre coup, qui lui entama le front, le renversa presque en même temps, tout sanglant et presque évanoui. C'est à ce moment que de tous côtés on accourut sur le lieu de la scène. L'hôte, craignant du scandale, l'emporta, avec l'aide de ses garçons, le blessé dans la cuisine, où quelques soins lui furent accordés. Now, if you enjoyed discovering French literature with me, I actually have a whole playlist where I'm reading books like Arsène Lupin and Cyrano de Bergerac and Jules Verne, and there are plenty more coming as well. So if you want to read with me, you just have to click on this playlist